Merci à vous tous qui nous suivez et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission sur Congo Live. Comme toujours, nous sommes là pour vous servir. Et là, avec l'arrivée de Joseph Kabila à Goma, tout le monde se pose plusieurs questions. Nous allons analyser l'actualité politique en RDC. Alors pour ce, nous appelons Monsieur Gaston. C'est avec lui que nous allons faire cette analyse. Il est déjà avec vous, avec nous. Monsieur Gaston, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien, nous espérons que vous êtes bien portant. Oui, nous allons très bien, on se porte bien. On entre dans une période ici qu'on appelle estivale, même si c'est le printemps, mais on se porte très bien. Ok, nous avons cru que vous avez eu peur du retour de Joseph Kabila Kabange et que vous n'allez peut-être pas parler. Non, Kabila Kabange ne me fait pas peur. Je me sens en Wazalendo. Donc, quand on se bat pour la vérité et pour défendre la justice, on n'a pas peur de qui que ce soit. Tant qu'on est sur le droit chemin, on est bien droit dans ses bottes. Donc, le petit Joseph Kabila ne nous fait pas peur du tout. Approchez-vous un peu du téléphone puisqu'on vous sent un peu loin. Alors. Ah, ça va mieux comme ça? Oui. Alors, Joseph Kabila Kabange est rentré ici en République démocratique du Congo comme il avait annoncé par la partie orientale. Il est arrivé à Goma. Joseph Kabila Kabange, ancien président de ces grands pays, avec la situation qui se passe à l'est du pays, comment est-ce que vous jugez cet acte de Joseph Kabila Kabange? Alors, ça, c'est une trahison de plus, c'est une haute trahison d'ailleurs, que Kabila vient de faire au peuple congolais. Il s'est rallié officiellement aux nazis africains. Il faut savoir que même quand Kabila était en Afrique du Sud, il a continué à diriger indirectement et à comploter contre la République démocratique du Congo. Alors, pourquoi je le dis? Je dis qu'il complotait parce qu'il a été trop proche de l'ancien président Thabo Mbeki. Vous savez très bien que Thabo Mbeki, c'est quelqu'un qui est proche de Kagame et de tous ceux qui soutenaient Kagame dans cette guerre d'extermination des Bantous congolais. Et Kabila a été de ceux-là. Et il a donc toujours été proche de ces gens. Et en Afrique du Sud d'ailleurs, il a été à plusieurs reprises à l'université ou à l'institut dédié à Thabo Mbeki. Et là, il parlait justement, tout ce qu'il disait, c'était à l'encontre de la démocratie et surtout, c'était contre les autorités congolaises. Il reconnaît lui-même que ces autorités sont arrivées au pouvoir par les urnes et donc aller comploter contre ses successeurs qui sont arrivés au pouvoir par les urnes, c'est combattre la démocratie. Et ceux qui combattent la démocratie, on les connaît, ce sont des criminels, ce sont des dictateurs. Et donc, Joseph Kabila a rejoint le rang de ces criminels. Joseph Kabila est parti de l'Afrique du Sud. Je ne sais pas par quel pays il a transité, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a atterri à Kigali. Là où il a rencontré les autorités du Rwanda, dont d'ailleurs James Kabarebe. Et après son atterrissage donc, à Kigali, il a rencontré les autorités de Kigali. C'est là même qui tue les Congolais. Il a continué son voyage jusqu'à Goma. Alors, Kabila, je dirais que c'est le numéro 2 du M23 parce que le numéro 1, c'est M. Kagame. Donc, Kabila, il a toujours été numéro 2. On fait appel à lui, peut-être on va en parler un peu plus tard, on fait appel à lui parce que Kigali est en débandade diplomatiquement et militairement. Donc, on fait appel à Joseph Kabila pour faire semblant, parce que M. Nanga, il n'a jamais été à la hauteur. On se rend compte qu'il n'est pas à la hauteur.
Maintenant, on ramène son Rwandais, et je le dis bien, c'est un Rwandais, au moins Nanga, c'est un Congolais, même si c'est un Congolais qui est au service des criminels de Kigali. Mais Kabila, Joseph Kabila Kabange, c'est un Rwandais, je le répète. Son père Kabange l'a eu avec sa mère. Et c'est Laurent Désiré Kabila, qui était l'ami d'ailleurs de Kabange, qui l'a adopté après la mort de son père, parce qu'ils étaient dans le maquis ensemble et ils se connaissaient en Tanzanie. Et voilà. Donc, c'est un Rwandais qu'on ramène au devant de la scène, juste pour continuer à soutenir ces criminels. Et voilà, il a toujours été criminel. Et peut-être qu'on essaie de voir s'il peut encore trouver un autre moyen d'introduire les militaires de Kagame dans l'armée congolaise. Mais pour moi, c'est peine perdue. Voilà ce que je peux dire pour le moment là-dessus, monsieur le journaliste. Est-ce que le retour de Joseph Kabila Kabange peut déranger aujourd'hui l'avancée de M23, l'avancée d'autres forces, peut favoriser l'avancée de M23? Est-ce que ça peut aussi être un sujet de motivation pour le Wazalendo? Alors, moi, personnellement, je dirais le M23, en fait, ce n'est pas avancé. Moi, je ne considère pas les territoires conquis par le M23 par un avancement. Par contre, c'est une infiltration. Et ce n'est pas la même chose. On avance quand on se bat, on bat l'ennemi et puis on occupe le territoire. Là, c'est une autre façon de mener la guerre qui est l'infiltration. Mais cette façon de s'infiltrer du M23 a été découverte, et ce qui fait que d'ailleurs le M23 est en difficulté. Enfin, le M23, l'armée rwandaise est en difficulté au Congo parce que la façon dont il s'infiltrait sur le territoire congolais a été découverte, et donc il n'a plus les moyens de s'infiltrer. Donc ce n'est pas avancé. Ça, justement, on fait venir Joseph Kabila pour essayer de montrer aux yeux de la communauté internationale que ce n'est plus Kagame qui est à la commande, mais que c'est un ancien chef d'État. Vous savez, c'était très difficile de parler de Nanga. Nanga n'est pas connu, il n'a jamais été président. Il a occupé de hautes fonctions, évidemment, mais personne ne le reconnaissait, ne le reconnaît d'ailleurs aujourd'hui. Mais Joseph Kabila a ses amis, il a tissé ses liens avec des personnalités, évidemment, qui l'ont soutenu. Mais aujourd'hui, comme l'armée justement de Kagame est en difficulté, on veut que Joseph Kabila vienne au devant de la scène pour parler, dire, vous voyez, ce n'est pas le Rwanda, ce sont des Congolais, moi je suis Congolais. Il n'est pas d'ailleurs, on le sait, il n'est pas Congolais. Mais comme il a été un chef d'État, on le considère comme Congolais. C'est essayer en fait de donner de la crédibilité à ces criminels de Kigali qui n'arrêtent pas de massacrer les Congolais. Donc, dire que ça va faciliter l'avancée du M23, non, ça ne va rien changer du tout, parce que les Wazalendo sont là, l'armée congolaise est là, et les Wazalendo sont en train de défaire l'armée de Kagame un peu partout. Vous l'avez vu à Bukavu, vous avez vu à Walikale, vous avez vu à Goma. Les Wazalendo, je peux vous dire qu'ils sont déjà dans la ville de Goma. Évidemment, ils marchent à découvert, mais les moyens de communication entre les Wazalendo dans la ville de Goma et de Bukavu sont bien établis. Ils sont là. Donc, c'est essayer maintenant de voir Kagame en fait veut l'utiliser pour se défendre et dire, vous voyez, ce n'est pas moi, c'est un Congolais qui s'appelle Joseph Kabila qui revient. Et ça ne va rien changer militairement sur le terrain. Alors, me dire que ça va rebuffer ou bien encore donner des arguments aux Wazalendo pour repousser le M23, les Wazalendo, ils le savaient déjà, parce que les déclarations de Kabila prouvaient clairement qu'il était contre les Congolais, et surtout que c'était lui qui était derrière le M23. D'ailleurs, ici, je peux vous dire que vous le voyez très bien, ici, il confie
c'est Joseph Kabila. Et voilà, il vient de le confirmer, il a rejoint son armée, dont, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est le numéro 2, parce que le numéro 1, c'est M. Kagame. Donc, pour vous dire, pour me résumer un peu, ça ne va rien changer. L'armée de Kagame va perdre cette guerre et les sanctions, vous allez le voir bientôt, les sanctions risquent de s'alourdir encore de plus. Donc ça, c'est une mauvaise carte que Kagame vient de sortir, qui ne va pas le servir. Est-ce que on peut aussi s'attendre aux sanctions à la conquête de Joseph Kabila Kabange qui aujourd'hui montre clairement qu'il est du côté du M23? Et la seconde question qu'on peut vous poser, quelle peut être l'attitude du gouvernement congolais face à cette situation? Alors, je pense que au niveau sanctions, ça va dépendre de la pression et du comportement évidemment des autorités congolaises. Parce que vous savez très bien qu'il y a eu, on a perquisitionné le logement ou bien les habitations de Kabila. Ça, si les services de secret ou bien de renseignement congolais sont allés perquisitionner ces domiciles, c'est qu'ils ont trouvé des documents. Ces documents compromettants peuvent conduire à un lancement des mandats d'arrêt contre Joseph Kabila. Donc, quand on lance un mandat d'arrêt, d'ailleurs qu'on appelle aussi une alerte rouge, il ne peut plus bouger, il ne peut plus même retourner en Afrique du Sud. Donc, il sera coincé entre le Goma, en attendant que le Goma soit libéré, et Kigali. Donc, il sera comme Nanga. Peut-être il ira à Kigali et à Nairobi, comme le monsieur Ruto soutient ces criminels. Mais il ne pourra plus aller plus loin, parce qu'il y aura un mandat d'arrêt, si les autorités congolaises, évidemment, le rendent le plus vite possible. Et d'ailleurs, pour sauter à la deuxième question, donc, les sanctions risquent de tomber le plus vite possible. La deuxième chose, donc, la deuxième question, l'attitude des autorités congolaises, je pense, le mieux, c'est continuer, comme madame la ministre des Affaires étrangères l'a bien dit aux Nations Unies, garder cette attitude et surtout ajouter sur la liste de ces qui tuent les Congolais, ajouter Joseph Kabila Kabange, parce qu'il vient de rejoindre justement ces criminels. Il n'a jamais été Congolais, il n'a jamais porté le Congo dans son cœur. Il a toujours été Rwandais. C'est l'attitude de ces gens, hein. Il faut reconnaître, c'est l'attitude de ces criminels. On peut leur donner tout ce qu'on veut, tout ce qu'ils veulent, mais ils auront toujours quelque chose de plus à demander. Kabila ne manquait de rien. Le Congo lui a fait ce qu'il est, il est devenu, mais maintenant, il lui plante le couteau dans le dos. Voilà, donc pour me résumer, l'attitude des autorités congolaises doivent maintenant se comporter, évidemment changer, s'orienter vers les moyens qu'on peut mettre en place pour lancer des mandats d'arrêt et tout faire pour neutraliser, s'il le faut, neutraliser Joseph Kabila pour qu'il ne continue pas à nuire au peuple congolais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que normalement la population congolaise doit faire, puisque la population s'est sentie trahie par cette attitude de Kabila. Il y a ceux même hier, on discutait avec les autres qui disaient oui, on peut être contre la gestion de Félix Tshisekedi, mais voir un ancien président soutenir une rébellion, descendre à Goma, c'est quand même frustrant. Quelle peut être l'attitude de cette population-là qui se voit trahie aujourd'hui par un ancien président? Écoutez, moi je pense que l'attitude de la population congolaise devrait renforcer l'unité de la population congolaise, déjà. Et voir maintenant Joseph Kabila et toute sa famille comme numéro 1 du peuple congolais à côté de Kagame. Donc, c'est surtout maintenant la population congolaise devrait se ranger derrière le président pour tout faire pour neutraliser ces criminels. Alors, quand je dis neutraliser, c'est vraiment mettre hors d'état de nuire ces criminels par tous les moyens, y compris élimination physique.
ça peut se passer, c'est donner toutes les informations, la position d'où peut se trouver Joseph Kabila à Goma, mais je sais qu'il a foulé le sol congolais, mais il n'a pas dormi à Goma, il est parti dormir au Rwanda, parce qu'il ne peut pas rester longtemps. Donc, c'est maintenant se ranger derrière le président de la République pour tout faire, pour mettre hors d'état de nuire ces criminels, Joseph Kabila, Corneille Nangaa, et aller plus loin, Kagame. Et là, à ce moment-là, il faut travailler avec les Rwandais, évidemment, que j'appelle d'ailleurs à oublier les différends, mais se mettre ensemble pour dégager ces criminels de Kigali qui sont nuisibles à toute l'Afrique. Donc, l'unité du peuple congolais doit se renforcer maintenant, vu que maintenant, ils savent très bien l'ennemi et où il se trouve. Je pense qu'il y en aura d'autres, hein, mais ça, c'est un signe qui ne trompe pas. La deuxième chose, et d'ailleurs que j'ai oublié de dire pour ce qui concernait l'attitude des autorités congolaises, c'est tout faire pour que Joseph Kabila n'ait plus les avantages de l'ancien président. Ça, c'est la deuxième chose que les autorités congolaises devraient adopter. Et surtout, saisir tous ces biens où ils peuvent se trouver, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit à l'extérieur du pays, saisir tous ces biens parce que ce sont des biens qui appartiennent au peuple congolais. Voilà ce que je peux dire pour l'instant, monsieur le journaliste. Est-ce qu'aujourd'hui, Kagame a encore une marge de manœuvre pour peut-être contourner la République démocratique du Congo ou pour peut-être continuer à nourrir le 1-23 et cette agression rwandaise? Est-ce qu'il a encore la force et est-ce qu'il a encore la marge de manœuvre? Alors, malheureusement, il a encore, vous savez, les terroristes, on peut les désarmer, on peut les mettre hors d'état de nuit, mais tant qu'ils respirent encore, ils peuvent faire des dégâts. Alors, pourquoi je le dis? C'est parce que vous avez entendu parler d'une société, par exemple, luxembourgeoise, je prends un exemple comme ça, Praxis, si je ne me trompe pas, qui continue à faire du business avec les autorités de Kigali. Et vous savez très bien l'attitude que le Luxembourg a eu. Et vous savez, les sanctions auraient pu être prises au mois de janvier, mais ça a tardé de 2 semaines parce que le Luxembourg s'y était opposé. Donc, et ces autorités luxembourgeoises qui vont passer les vacances au Rwanda, certains ministres, et là où on leur fournit des filles rwandaises, refusent que les sanctions soient entièrement appliquées. Donc, ces autorités luxembourgeoises que je viens de citer comme exemple peuvent aider Kagame à nuire encore au Congo. Et ce que je pense que les autorités alors congolaises devraient faire, c'est dénoncer officiellement ces proxys ou bien ces forces négatives qui viennent de l'Europe pour aller exterminer les Noirs africains. Il y a du racisme là derrière qui ne dit pas son nom. Parce que voir que l'armée de Kagame tue les Congolais et une société d'un pays soi-disant démocratique continue à héberge une société qui fait du business avec, moi je dirais, des nazis africains, ce n'est pas différent de certaines sociétés européennes qui faisaient du business, qui finançaient les nazis dans les années 40 ici en Europe. Et malheureusement, cette façon de faire s'applique encore en Afrique et les autorités de Luxembourg, françaises d'ailleurs aussi, avec Macron, ils se taisent, ils ferment les yeux, mais ils continuent à faire du business avec Kagame. Donc, c'est via justement ces sociétés que Kagame peut continuer à nuire parce que même si ces sociétés payent ne suffit plus pour alimenter la guerre au Congo, mais ça peut alimenter pendant quelques mois, quelques années en plus la mort de ces criminels qui viennent semer la mort à l'est du Congo. Donc ça, c'est la voie par laquelle Kagame peut passer pour
nuire. Alors, dire que alors Kagame, financièrement et diplomatiquement, peut continuer à nuire au Congo, être nuisible au Congo, diplomatiquement, il est mort. Militairement, il est à l'agonie. Donc, il ne peut pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fait appel à Joseph Kabila pour essayer peut-être de lui faire des choses que lui n'arrive pas à faire. Mais à long terme, Kagame, il est mort. Politiquement, militairement, il est mort à long terme. Parce que l'attitude de certains pays occidentaux qui ne cachent pas, ces pays qui ne cachent pas d'ailleurs leur volonté de voir Kagame dégager, ces pays commencent à, le nombre de ces pays commence à agrandir à tel point que Kagame commence à les attaquer officiellement alors qu'il le faisait en coulisses. Il le fait officiellement. Vous avez vu comment il a commencé à attaquer la Belgique. Il attaque certains politiciens français ou les Américains. Vous avez vu d'ailleurs vous-même que même les autorités américaines demandent officiellement à Kagame de quitter le territoire congolais. Donc ça, c'est la diplomatie congolaise qui est en train de mettre à genoux Kagame, et c'est pour ça qu'il continue. Enfin, c'est pour ça qu'il vient de faire appel à son garde du corps, qui est Joseph Kabila. Alors, la question aussi qu'on voulait vous poser, c'est en rapport avec toujours Paul Kagame. Donc, Paul Kagame, aujourd'hui, vous dites qu'il est à genoux sur le plan diplomatique, mais sur le plan économique, Paul Kagame continue à collaborer, vous venez à peine de le dire. Est-ce qu'il faut accentuer les sanctions? Ou il faut peut-être songer à éliminer, renverser tout simplement le pouvoir de Kigali pour permettre à la RDC de vivre paisiblement? Il faut les deux. Monsieur le journaliste, il faut les deux. Pourquoi je dis qu'il faut les deux? C'est parce que l'attitude, je l'ai dit à plusieurs reprises, Kagame, quand il n'arrive pas à vaincre, d'ailleurs il n'a jamais vaincu un pays militairement, à part utiliser justement ses femmes, utiliser l'argent, essayer de corrompre certains politiciens ou personnalités très connues à gauche à droite pour qu'ils le défendent. Alors, militairement, Kagame, je dis, il ne peut plus. Il va essayer évidemment de se défendre, il va essayer d'utiliser plusieurs méthodes, je vous ai dit, utiliser les femmes pour essayer d'arriver à quelque chose. Mais quand je dis que diplomatiquement Kagame il est mort, c'est parce que plus personne ne veut s'afficher à côté de Kagame. Vous avez vu, au Rwanda, on avait l'habitude de célébrer le génocide au Rwanda le 7 avril, et vous avez tous vu que Kagame, il était tout seul. D'ailleurs, le même jour, il regardait le match Arsenal, et il a tweeté en félicitant Arsenal parce qu'il avait Arsenal, son équipe préférée, avait gagné. Et pourtant, au Rwanda, on interdit tout ce qui peut faire plaisir, y compris regarder ou jouer au football. Donc, Kagame, il est diplomatiquement, il est mort, il ne va plus relever la tête. Alors, ce que les autorités congolaises devraient faire, c'est accentuer la pression. La pression pour que les sanctions, justement, soient appliquées. Les sanctions sont là. Mais comment ça se fait qu'une société européenne peut continuer à faire des business avec ces criminels de Kigali et le pays qui héberge cette société ne fait rien. Et c'est là justement que les autorités congolaises devraient sortir de leur imégo et dire stop, Luxembourg, on veut que tu prennes une position. Soit tu es avec notre ennemi, donc tu te ranges du côté des nazis africains, mais soit tu défends la démocratie, tu défends le peuple congolais qui est victime depuis de cette barbarie qui vient du Rwanda. Donc, c'est justement faire en sorte que les sanctions soient appliquées. Les sanctions sont là. Mais, vous dites, est-ce que les sanctions doivent être accentuées? Oui, mais ça, c'est la demande qui doit venir des autorités congolaises parce que on a appliqué les sanctions parce que Kagame envoyait son armée au Congo.
sanctions, Kagame n'a pas arrêté d'envoyer ses hommes au Congo. Donc, il est temps qu'on passe à la deuxième étape, qui est prendre de l'embargo, embargo par exemple sur les armes, fermer tous les comptes qui appartiennent à Kagame, même si on sait très bien que Kagame n'a pas beaucoup de comptes qui lui appartiennent, mais ces comptes sont enregistrés sous le nom de Kabarebe ou de sa fille Ange Kagame. Mais on sait toujours les identifier, on peut fermer ces comptes. Donc les autorités congolaises doivent parler à haute voix de ces sociétés qui continuent à faire du business avec les criminels de Kigali. Et là, les sanctions, et demander que ces sanctions soient appliquées. Une société qui déroge à cette règle doit être poursuivie comme une société collaboratrice des criminels et d'ailleurs du génocide. Accuser ces sociétés de collaborer ou bien d'appliquer financer le génocide du peuple congolais. Voilà comment je vois les choses, messieurs les journalistes. Alors, nous allons prendre quand même, ouvrir cette brèche. Aujourd'hui, tout le monde parle du fédéralisme en République démocratique du Congo. Je pense que vous avez suivi les propos d'Olivier Kamitatou. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Est-ce qu'aujourd'hui, on doit aller au fédéralisme pour le développement de la RDC? Vous savez, moi, ce que j'ai toujours pensé, le Congo, ce n'est pas maintenant qu'il faut parler du fédéralisme ou bien du confédéralisme, alors que le pays est en danger. Ceux qui soutiennent le fédéralisme, c'est bien, mais si le pays n'est pas en guerre, qu'est-ce que le fédéralisme va apporter à la population congolaise à part justement isoler la partie de l'Est occupée par le Rwanda pour que, à la longue, cette partie se déclare indépendante? Rien. Donc, pour moi, ce n'est pas le moment de se perdre dans cette guerre politique, mais maintenant, si on veut y aller au fédéralisme ou confédéralisme, comme ça existe dans certains pays européens, mais il faut que ça vienne de la population, mais pas des politiciens. Et il faut que ça se fasse aussi après avoir libéré tous les territoires qui sont occupés par les criminels. Ce n'est pas le cas. Le Congo et l'Est du Congo est occupé, le Nord qui veut être occupé, le Sud qui veut être occupé. Et voilà d'ailleurs les ennemis de la République commencent à sortir parce que ils s'en sortaient pas. Donc sortir les arguments de fédéralisme, je trouvais que c'est prématuré. Ce n'est pas quelque chose qui est demandé par la population congolaise. Et pour moi, c'est dangereux. C'est dangereux parce que quand on est un pays fédéré, ça veut dire que les entités fédérées, une entité fédérée fait dans certaines mesures, peut faire ce qu'elle veut. Et donc, si l'Est dit qu'on dit, bah, nous, on devient indépendant, ce que veut justement Kagame, ça c'est servir sur un plateau. Et ça, je pense, ce n'est pas le moment de parler de fédéralisme. C'est maintenant le moment de parler de l'unité du Congo. Parce que c'est ça qui va sauver le Congo. La population du Congo ne demande qu'avoir la paix. Ce n'est pas le fédéralisme qu'elle demande. Donc, qu'on lui donne la paix et le reste, ça peut se discuter. Mais d'abord, libérer le pays. Alors, M. Gaston, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faut un gouvernement où on pourrait voir le militaire occuper le poste comme ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, pour faire face à cette rébellion, puisque la vérité, c'est que le pays est agressé, on doit prendre des dispositions pour lutter contre cette guerre. Est-ce que le gouvernement dit de l'Union nationale, on peut voir le militaire ancré pour faire la loi et faire taire les armes? Écoutez, monsieur le journaliste, quand on est en guerre, il y a des dispositions qui doivent être prises et il y a certaines, je dirais, les lois qui doivent être abrogées. Il y a certaines choses qu'on doit mettre de côté, justement, ce que je disais, ne pas parler de fédéralisme, même si il y en a qui le veulent, parce que je suppose que le dernier mot vient à la population, faire un sondage ou bien demander l'avis de la population n'est pas interdit.
Alors, faire entrer les militaires dans le gouvernement de l'Union nationale, pour que les gens qui connaissent, qui savent comment les guerres se gagnent, c'est une bonne chose. Ça peut venir de l'armée et les décisions pour gagner cette guerre, se décident, mais ça peut venir aussi des civils, parce qu'il y a des civils qui ont une certaine façon d'analyser les choses et qui peuvent être, qui peut aider les autorités à gagner cette guerre. Mais je pense que, sérieusement, faire entrer les militaires dans le gouvernement et leur confier les tâches qui consistent à libérer l'Est du Congo, ça serait une bonne chose. Mais il faut que ces militaires soient des militaires qui portent le Congo dans leur cœur. Il faut que ces militaires soient des Congolais, de vrais Congolais, pas des Congolais qui ont eu la nationalité parce que Joseph Kabila était au pouvoir et qu'il a demandé le mixage, le brassage et je ne sais quoi. Donc, ça doit venir des militaires qui sont dans l'armée et qui ont, je dirais, qui montrent pas des blanches, si vous voyez ce que je veux dire. Pas n'importe qui. Parce que maintenant, comme c'est la guerre, il faut que les vrais militaires qui se battent pour le Congo, qui défendent le Congo, soient mis à l'avant. Ils ne sont pas, vous savez, pour défendre le pays, ils ne font pas forcément être ministres. Mais on peut, par exemple, nommer ces militaires au ministère de la Défense, ou bien au ministère des Affaires étrangères, ou même au ministère de l'Intérieur, du moment que ça concerne la sécurité du pays et que ces militaires peuvent apporter en plus. Donc, c'est un dossier qui doit être étudié par les vraies autorités congolaises, et par exemple le conseil du président, les vrais conseillers du président, mais qui doivent analyser point par point, pas se dire tel on est ami, tel on est proche, tel c'est mon frère. La fraternité doit être mise de côté et l'intérêt national doit primer. Donc, quand on arrive à ce niveau, militaire ou pas, personnellement je trouve qu'il faut prendre des personnes compétentes pour défendre l'intérêt supérieur de la nation, monsieur le journaliste. Donc Kabila aujourd'hui est considéré comme grec. Est-ce que ces collaborateurs qui sont ici à Kinshasa peuvent faire objet d'interpellation où le gouvernement doit aussi veiller sur ses collaborateurs ou les membres de son parti politique qui sont ici à Kinshasa? Est-ce qu'ils peuvent présenter un danger? Vous savez, on ne va pas arrêter les gens qui étaient dans son parti politique parce que le chef a rejoint les criminels. Par contre, je suppose que les services de renseignement sont au courant des communications qui ont eu lieu entre Joseph Kabila et les membres de son parti politique. Ici, je peux dire, par exemple, M. Chanaray, ces gens qui ont été mis en avant par le Joseph Kabila quand il était au pouvoir ou quand il était à Kinshasa. Oui, ces personnes devraient être interrogées pour savoir leur position. Je suppose qu'au Congo, l'opposition existe, mais l'opposition qui défend les criminels qui tuent les Congolais, pour moi, ces gens doivent être poursuivis. Je ne dis pas que vous savez, les gens peuvent rejoindre un parti politique parce qu'ils ont lu le programme. Mais ils ne savent pas ce qui se cache dans la tête du président de ce parti politique. Alors, maintenant, présenter Joseph Kabila comme un président naturel de ce parti politique, c'est l'attitude de ses membres qui doit changer, l'attitude des dirigeants de ce parti qui doit changer. Ils peuvent toujours rejoindre le M23 ou rejoindre Kabila à Kigali, mais ça ne va rien changer parce que vous avez vu le pourcentage que le parti de Kabila avait fait au Congo, ça fait pitié. Donc, même si ces gens proches de lui rejoignaient Kabila à Kigali, ça ne va rien changer sur le plan militaire. Parce que cette guerre, c'est une guerre que les Congolais mènent avec le cœur. Ce n'est pas une guerre qu'ils mènent pour gagner l'argent.
politique ou militaire quelque part. Donc, c'est pour ça que je dis que, d'ailleurs, Laurent Désiré Kabila l'avait bien dit, que cette guerre doit être une guerre populaire. C'est la population qui doit se défendre. Et c'est ce que le peuple congolais est en train de faire. Ça ne va rien changer. Donc, pour résumer, les présidents ou bien les autorités, les membres de ce parti de Joseph Kabila, qui sont à Kinshasa, devraient être auditionnés pour clarifier les positions vis-à-vis de leur président qui est au Rwanda, qui a rejoint l'ennemi. Est-ce qu'ils sont encore avec lui? Est-ce qu'ils le considèrent toujours un membre de leur parti politique? Est-ce que s'il revient à Kinshasa, ils sont prêts à l'accueillir? Mais évidemment, ce sont des questions qui doivent être posées à ces gens. Je ne dis pas qu'ils doivent être arrêtés, mais il faut absolument les auditionner pour qu'ils clarifient exactement leur position vis-à-vis de leur président. D'ailleurs, pour moi, personnellement, logiquement, la première chose que ces gens devraient faire, ça serait de rejeter ce criminel Kabila qui a rejoint l'ennemi et le déchoir de tous ces avantages ou bien ces positions qu'il occupait en tant que président du parti, de ce parti politique. Nous allons prendre cette question. Il nous reste encore peut-être 2-3 questions. Pour parler à Doha, jusque-là, seul le M23 RDF est reconnu. Mais on sent que c'est comme si... Ou bien ils sont du côté du Congo, de la population congolaise. Alors, ma position ici est simple. C'est s'ils sont du côté de Kigali, qu'ils rejoignent le M23 RDF et que les dirigeants de cette branche militaire les choisissent comme représentants pour aller participer à ces négociations. S'ils sont du côté de la population, il y a le gouvernement qui représente la population. Ici, il n'y a que deux partis. Donc, ceux qui attaquent le Congo et ceux qui défendent le Congo. Ceux qui défendent le Congo, ils ont des arguments. Ils demandent que les vrais Congolais soient cantonnés. Et bon, ces vrais Congolais, on va discuter, ils vont nous dire ce qu'ils veulent. Si alors les membres de Senko ou je ne sais pas encore veulent participer à pour parler de Doha, il faut qu'ils clarifient exactement qu'est-ce qu'ils veulent. Alors, moi j'ai toujours dit que ces gens de l'église, ce sont ils sont dangereux pour la population congolaise et je pense que les autorités congolaises devraient réfléchir à quelque chose qui mettrait à ces gens de l'église et les cardinaux surtout, les prêtres, hors d'état de nuire, parce que ça commence à faire trop. Quand il y a des discussions comme ça, et qu'ils veulent aller à Doha parler, ils vont parler, ils sont délégués par qui? Parce que la population congolaise a délégué son gouvernement. Les criminels de Kigali ont les représentants. Mais il faut en qualité de qui? Ils n'ont rien à apporter, et surtout, ils n'ont jamais condamné les massacres qui se font à l'est du Congo. Alors, qu'ils rejoignent alors la position qu'ils défendent, donc qui est celle de Kigali, officiellement qu'ils partent, plutôt que de continuer à s'agiter à gauche à droite, à s'exciter, alors qu'ils savent qu'ils ne représentent pas la population congolaise. Concernant Vital Kamerhe, moi, je commence à avoir des doutes sérieusement sur le sérieux de ce métier à défendre le Congo. Normalement, quand on a cette position, le président du Parlement, cette position demande une sagesse que je commence à ne pas trouver chez Vital Kamerhe. Parce que sa position serait une position qui défend la population et surtout qui n'essaye pas d'essayer de distraire la population en lui parlant de la politique, alors qu'il sait très bien que derrière, il y a la population
population qui meurt. Donc, moi, je pense que le Parlement devrait se réunir, étudier sérieusement le cas de ce monsieur, parce que j'ai des doutes sur est-ce qu'il a été contacté par Kigali, est-ce qu'il est en contact avec Kabila, est-ce qu'il est avec le président ou il n'est pas avec lui, est-ce qu'il est avec le gouvernement qui se bat bec et ongle pour défendre la population. Personnellement, j'analyse encore ce monsieur, je trouve que sa position n'est pas claire. Et quand la position n'est pas claire en temps de guerre, ça veut dire que tu essaies de voir qui gagne la partie pour le défendre. Or, dans ces positions, tu ne peux pas défendre le pays. Donc, quand tu es dans cette position, tu ne devrais pas occuper une position pareille. Voilà ce que je peux dire là-dessus, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, monsieur Gaston. Quel est votre mot de la fin? Alors, mon mot de la fin, c'est d'abord vous remercier de m'avoir invité pour que je vous dise ce que je pense sur ce qui se passe dans la région de Garac. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, et je le dis toujours, les Congolais ne se battent pas que pour le Congo. Les Congolais se battent pour libérer toute la région de Garac. Quand je dis la région de Garac, c'est vraiment le Congo, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda en premier. Et je remercie beaucoup mes frères Ouazalendo parce qu'ils ont montré l'amour qu'ils ont envers le Congo. Je pense qu'au final, les autorités congolaises devraient les soutenir ouvertement et s'il le faut, financièrement, parce que ces jeunes, ils ont l'amour que peu de gens ont eu envers le Congo. Ils ont l'amour qu'un certain Patrice Lumumba avait envers le Congo. Donc, je les encourage et je ne suis pas avec eux, mais il faut du cœur, je les soutiens et moi, personnellement, je ferai tout pour que s'il y a un Ouazalendo qui entre en contact avec moi, ça me fera toujours un plaisir, comme il y en a qui sont en contact avec moi. Et ça me fait plaisir. Et je les soutiens et ils ont notre soutien, ils auront toujours notre soutien. En fait, je remercie les autorités congolaises parce que leur détermination est en train de payer. Quand on voit le changement d'attitude que les pays occidentaux ont envers le Congo, le respect qu'ils ont envers les autorités congolaises, mais c'est parce qu'ils ont remis le Congo au devant de la scène internationale et au final, c'est le Congo qui sera respecté et c'est le Congolais qui sera respecté. Donc, ils se battent pour le Congo, je pense, un Congolais qui se respecte, un Congolais qui aime le Congo, devrait soutenir les autorités congolaises. Pour finir, j'appellerai d'ailleurs l'opposition politique, je veux dire, pas ces criminels qui tuent les Congolais. J'appellerai l'opposition à mettre de côté les différents politiques, mais à rejoindre les autorités congolaises pour ramener la paix au Congo, libérer l'Est du Congo, et ce n'est qu'après la libération totale des territoires occupés par les criminels qu'on peut commencer à se bagarrer politiquement. Mais il faut savoir que le Congo doit rester un et indivisible, monsieur le journaliste. Un grand merci à vous, monsieur Gaston, d'avoir répondu à notre invitation. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. C'est comme vous l'avez dit, le Congo doit rester indivisible. Ne jamais créer le Congo comme Mosé Laurent Désiré Kabila l'avait dit. Nous devons protéger ce pays et travailler pour son épanouissement, pour son développement. Que ceux qui ont créé et qui continuent à créer la nation puissent au moins être jugés, puisque le Congo a besoin de la paix et non des traîtres. Un grand merci à vous et restez toujours branchés sur Congo Live pour plus d'informations. Merci.